Erwan Balança, bonjour. Alors vous avez publié La nature à 200 mètres de chez moi, chez Ulmer, avec vos fameuses photographies qu'on connaît. Mais là c'est intéressant parce que vous êtes vraiment sur la nature à deux pas de chez soi, pour apprendre aux gens à s'émerveiller de ce qui est autour de chez eux. Alors évidemment, comme nous on parle toujours d'intelligence, est-ce que vous, en tant que photographe, la notion d'intelligence animale, tout ce qu'on découvre actuellement, etc., c'est quelque chose qui est important pour vous ou c'est un autre domaine? Non, pour moi, ça se rejoint vraiment parce que, en fait, de par mon travail, je passe beaucoup de temps avec les animaux et beaucoup de temps avec des individus. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on commence à connaître des individus chez les animaux, c'est comme chez les humains, on commence à relever des traits de caractère, des attitudes. Et c'est vrai que pendant longtemps, en fait, parce que quand on parle d'intelligence animale, en fait, je dirais quelque part, pour moi, ça me renvoie à une image un peu d'autrefois où on pensait que les animaux réagissaient avec des stimuli et que c'était juste des réponses à des réactions. Et en fait, on est très très loin de ça chez l'animal, évidemment. Et quand on passe du temps avec un animal, on découvre en fait des facettes qui sont liées à la personne qu'on a en face de nous. Je dis personne parce qu'en fait, on a tous des caractères différents en tant qu'humains. Et c'est pareil chez les animaux, c'est-à-dire qu'un rouge-gorge, il va par exemple adorer manger les vers de terre. Ça, tous les rouges-gorges vont aimer ça. Il va faire un nid, généralement dans un pied d'arbre un peu moussu, avec la végétation ou un bord de talus. Mais par contre, quand on passe tous les jours 12 heures avec un rouge-gorge ou avec 2-3 rouges-gorges, on finit par se rendre compte que tel rouge-gorge est par exemple plus agressif que les deux autres collègues qu'il a sur son territoire. Donc c'est plutôt lui qui va venir manger en premier quand il y a une source de nourriture. On va remarquer qu'un rouge-gorge va être particulièrement doué pour attraper des insectes en vol le matin sur une branche de pin quand il y a encore un petit peu d'humidité. Et en fait, c'est comme nous, comme on le sait souvent pour nos animaux domestiques, parce que nos animaux domestiques ou nos animaux de compagnie, on passe beaucoup de temps avec eux. Alors, on sait que notre chien, il n'a pas du tout le même comportement que le chien de notre voisin ou que le chien de notre grand-mère. Ça nous paraît évident. Et chez les animaux sauvages, on a moins cet aspect-là, parce que souvent les gens, ils aperçoivent un animal qui file, c'est très rapide dans le temps, et c'est souvent plus une observation de fuite ou une observation lointaine. Et moi, quand je suis dans un affût, ça peut être 15 heures d'affût, 7 jours dans la semaine, et des fois pendant des semaines. Et donc du coup, je finis, dans ma tête, ils ont presque des petits noms, les animaux. Alors, on est d'accord, hein, ça s'approche, on appelle ça l'anthropomorphisme et tout ça, mais c'est parce que moi, je les reconnais, et donc je me dis, tiens, ça c'est l'écureuil qui a une marque sur le museau, parce que ça fait des semaines ou des mois que je le prends en photo, et je sais que lui, il va préférer venir manger, par exemple, un champignon, un russule, à tel endroit. Les autres écureuils du bois vont aussi être capables de manger des russules, mais soit ils sont moins gourmands, soit ils connaissent pas l'endroit où sont les russules, ils vont pas venir les manger. Et je crois que l'intelligence, c'est ça, et en fait, chez nous, les humains, on se met au-dessus de tous les autres animaux, on considère que nous, on est intelligents, et puis les autres animaux, en fait, ils ne sont pas forcément capables de répondre à nos questions sur la culture générale. Ils ne répondent pas forcément très bien en test de QI. Donc pendant longtemps, on a dit, ouais, ils ne sont pas intelligents ou pas très intelligents. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que les animaux sont évidemment intelligents, une autre forme d'intelligence que la nôtre. Et le fait aussi d'avoir cette séparation entre chaque animal, chaque individu, je pense que ça se rejoint en fait. Et moi, quand je passe beaucoup de temps, évidemment, j'assiste à des scènes qui sont incroyables parce que je me dis, mais comment cette bestiole a l'idée de faire ça? Comment elle a pu transmettre ça à ses jeunes? Pourquoi à tel endroit de la France, il y a des grands corbeaux qui vont être capables d'aller fouiller dans des tas d'ensilage, de faire un trou pour prendre du maïs, alors qu'à d'autres endroits, il n'y a pas de maïs, ils ne le font pas? Et en fait, oui, je pense que de toute façon, tous les gens qui passent du temps avec les animaux n'ont aucun doute sur l'intelligence animale et auront des anecdotes ou des choses qui leur montreront Alors effectivement justement, dans les anecdotes ou les souvenirs, qu'est-ce qui un des souvenirs qui vous aura le plus marqué à ce niveau-là, justement, où vous vous êtes dit, oh là, il me bluffe parce qu'il est quand même trop malin? En fait, je parlais là tout de suite du grand corbeau. Donc en fait, les corvidés, c'est la famille des pies, des geais, des choucas. Et le grand corbeau, c'est le plus rare quasiment des corvidés qu'on a chez nous. Il fait la taille d'une buse, 1,20 m d'envergure quasiment. C'est un très très bel oiseau, très puissant, qui peut vivre une trentaine d'années. Et les grands corbeaux sont un peu comme l'homme, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de se nourrir un peu de tout. Donc ils peuvent être prédateurs, mais ils peuvent aussi se nourrir d'insectes, évidemment, c'est aussi prédateur, mais de graines, tout un tas de trucs. Et j'avais un affût en Auvergne où j'avais déposé en fait des morceaux de viande pour attirer des milans, des buses et tout ça. Tous les jours, fin de matinée, j'avais un couple de grands corbeaux qui venaient. Ils se posaient. Et à la même heure, il y avait une buse particulièrement agressive. Donc la buse est plus armée, je dirais, que le grand corbeau. C'est un rapace, donc elle a des serres quand même assez puissantes, un bec crochu. Puis la buse se posait sur les morceaux de viande et elle les défondait, donc les autres animaux ne pouvaient pas venir manger. Et quand les grands corbeaux arrivaient, c'était comme du papier à musique, c'était calé. Un des deux grands corbeaux se déplaçait en marchant autour de la buse, et puis par moments allongeait le bec, le cou,
et tirait les plumes de la buse au niveau de la queue. Quand il avait fait ça 3-4 fois, la buse était très énervée. Elle fonçait sur le grand corbeau, qui sautillait sur le sol. La buse le poursuivait sur quelques mètres. Il n'allait pas très très loin, il restait à distance, entre guillemets, quasi possible pour la buse de lui donner un coup de bec, un coup de patte. Et pendant ce temps-là, l'autre grand corbeau venait, prenait plein de morceaux de viande, se les mettait dans le bec, et les deux oiseaux repartaient. La buse avait compris, enfin à aucun moment s'était rendu compte que le deuxième était en train de prendre ce qu'elle mangeait, et il repartait. Et les grands corbeaux ont ce truc qui est incroyable quand on les observe, c'est que ce comportement, ils le font alors donc avec des oiseaux, mais je l'ai vu aussi avec des loups. Et puis c'est des oiseaux, je pense, qui ont aussi un certain humour, un certain sens du jeu. Donc on peut voir des grands corbeaux qui volent, qui ont un morceau de nourriture dans le bec ou un caillou, un truc. Ils vont le lâcher, ils vont faire 3-4 vrilles sur eux, ils vont le rattraper. Et tout un tas de comportements comme ça, qui sont des comportements en fait qui sont pas de la survie pure en fait. Et c'est vrai que le grand corbeau, il est époustouflant. Et il y a eu beaucoup d'ailleurs d'études de fait sur cet oiseau, parce qu'il a des capacités, oui, incroyables. Merci beaucoup.